Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Alors que les effectifs augmentent globalement dans le second degré, une suppression de 1800 emplois est annoncée pour la rentrée 2021. Dans un moment où les équipes pédagogiques sont pleinement mobilisées par un contexte sanitaire nécessitant des réaménagements incessants et qu'elles peinent à résorber les retards pris par les élèves dans les apprentissages, cette décision est un véritable choc pour les professeurs. Partout, les familles, les équipes enseignantes et aussi, fait nouveau, les chefs d'établissement expriment leur désaccord. Ces suppressions auront des conséquences très concrètes. Premièrement, le recours accru aux heures supplémentaires pour des enseignants déjà épuisés par l'incertitude sur de nombreux sujets comme la tenue des examens, la mise en place des cours à distance, les mesures sanitaires, etc. Deuxièmement, des professeurs encore plus nombreux à exercer, voire dans 2, voire même 3 établissements en même temps. Comment travailler ainsi quand la situation sanitaire nécessite un renforcement de la concertation ? Cette décision aura également des impacts sur les élèves, des classes toujours plus surchargées, la fragilisation, voire la suppression des dispositifs mis en place par les établissements pour répondre aux besoins spécifiques des élèves. Enfin, un déficit d'heures, ce sont des options et des accompagnements personnalisés qui seront supprimés, notamment en faveur des plus fragiles. Alors pensez-vous à tous ces jeunes des quartiers prioritaires ou des milieux ruraux qui subissent de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Nous devons être à leur côté. Ce n'est donc ni le moment d'amputer les moyens de l'éducation nationale, ni de priver les plus en difficulté du soutien dont ils ont besoin. Monsieur le ministre, en cette période difficile, êtes-vous prêt à mettre en place un moratoire sur la suppression des postes dans le secondaire et ainsi préserver l'avenir de nos jeunes ? Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre en charge du logement. Madame la Ministre, la mise en chantier du logement social est aujourd'hui à l'arrêt sur le territoire de La Réunion, alors que dans le même temps, 30 000 demandes de logement aidé, dont un tiers de demandes de mutation, ne trouvent pas de solution. Madame la Ministre, vous savez, sur le territoire de La Réunion, la lutte contre le mal-logement est un enjeu social majeur. En 2019, il y a eu la mise en œuvre, si je puis dire, du plan logement outre-mer. Malheureusement, face aux objectifs, nous sommes loin du compte. 4 000 logements étaient programmés chaque année. Les résultats aujourd'hui sont une moyenne de 2 500 logements. Aux difficultés déjà connues, c'est-à-dire un foncier rare, l'aménagement d'un foncier élevé, est venu s'ajouter une difficulté majeure qui est l'augmentation importante du coût de la construction en raison de la hausse des matières premières. Je pense en particulier au ciment et à l'acier. À partir de là, un certain nombre d'opérations ne peuvent plus démarrer. Les bailleurs sociaux sont en vraie difficulté. Les opérations aujourd'hui ont un coût moyen supérieur de 10 à 15% par rapport à la programmation. Face à cette situation, les familles sont dans l'attente. Vraie difficulté pour les familles, puisque vous savez comme moi que s'il n'y a pas de logement digne pour les familles réunionnaises, il ne peut pas y avoir de projet de vie. Vous savez comme moi que lorsque plusieurs enfants se retrouvent dans une même chambre, dans un petit logement, cela impacte les résultats scolaires, bien sûr, des enfants. Ma question est simple, Madame la Ministre. Comment comptez-vous faire repartir le logement aidé sur le territoire de La Réunion? Quelles mesures concrètes allez-vous prendre dans les prochains jours? Merci. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, les indicateurs sanitaires qui étaient considérés hier comme des seuils à ne pas dépasser deviennent aujourd'hui la norme. La tension sur le système hospitalier s'est accentuée. Ainsi, dans certains territoires, la situation sanitaire est de plus en plus alarmante, avec un taux d'incidence qui augmente fortement. 3 800 patients sont en réanimation, du jamais vu depuis novembre 2020. En conséquence, les ARS ont ordonné aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer massivement leurs activités médicales et chirurgicales hors Covid. Depuis 1 an, nos soignants sont héroïques. Mais pourquoi donc l'augmentation du nombre de lits en réanimation, qui, je le rappelle, sont occupés à 85% par des malades de la Covid, n'a-t-elle pas été enclenchée? Le gouvernement l'a dit et souhaite accélérer la campagne de vaccination.
Monsieur le ministre de la Santé vient de publier ce matin sur son compte Twitter une vidéo d'1 minute pour inciter les Français à se faire vacciner. Mais cela fait 2 mois, 3 mois que le gouvernement aurait dû engager une telle communication grand public, faire des spots publicitaires sur la vaccination, comme le préconisait le rapport de l'OPEX d'une part, et comme l'ont fait le groupe socialiste, mais comme l'ont fait aussi nos amis italiens. Nous sommes dans une course contre la montre entre la diffusion des variants et leurs impacts, et cette accélération de la campagne vaccinale, souligne le directeur général de la Santé. Mais le cafouillage, monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, le cafouillage continue. Les 28 000 flacons de vaccins ouverts à la commande aux médecins ont finalement été dirigés vers des pharmacies. Face à une faible livraison des vaccins AstraZeneca, vous avez décidé de privilégier les pharmaciens au détriment des médecins qui avaient programmé des vaccinations. Vous avez tout à l'heure répondu à côté, pardonnez-moi, car cette vaccination visait bien la catégorie des 50-64 ans atteints de comorbidité. Alors les différents chiffres publiés par Santé publique montrent le retard pris dans le rythme de vaccination. Vous participez demain, sous l'autorité du Président de la République, à un conseil de défense sanitaire. Qu'allez-vous dire demain? Quelles seront vos propositions? Comment comptez-vous nous aider à sortir de ce marasme? Monsieur le Premier ministre, lundi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Il y a 110 ans, en mars 1911, Clara Zetkin et l'Internationale socialiste des femmes célèbrent cette première journée. Elle revendique la fin des discriminations au travail. En 2021, nous vivons encore dans cette société française où les inégalités liées au travail sont bien réelles. L'écart salarial brut entre les hommes et les femmes est de 28 %. À l'heure de la retraite, les femmes perçoivent en moyenne une pension inférieure de 41 % à celle des hommes. Triste résultat des inégalités professionnelles et des carrières précarisées des femmes. Il s'explique par les temps partiels subis, les familles monoparentales à 80 % portées par des femmes, l'accès réduit aux postes d'encadrement. La crise du Covid a révélé avec force ces inégalités. Elles sont en première ligne pour nous soigner, 97 % des infirmières, 87 % des aides-soignantes. Elles sont en première ligne pour prendre soin de nos aînés et des personnes vulnérables. 97 % des aides à domicile sont des femmes. Elles sont majoritaires dans les métiers de l'éducation, de la grande distribution, dans le secteur de la propreté, métiers dits essentiels. Revalorisons ces métiers et nous ferons coup double. Nous réduirons l'écart des rémunérations et nous sortirons des préjugés et des stéréotypes existants sur ces métiers en tension qui intéressent aussi les hommes. Vous avez fait un premier pas avec le Ségur de la santé en revalorisant les professionnels de santé rattachés aux hôpitaux, mais en excluant, par exemple, les sages-femmes et tout le champ du social et du médico-social, dont les aides à domicile. Monsieur le Premier ministre, les premières de corvée sont-elles les oubliées des premiers de cordée qui forment le cabinet présidentiel? Êtes-vous prêt à revaloriser ces métiers du social et du médico-social qui représentent plus de 1 million de salariés, dont 175 000 postes à pourvoir à l'échelle d'ici 2025? Donnez les moyens aux gestionnaires de ce secteur, quel que soit leur statut, de relever ce défi. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, vous avez indiqué récemment être une femme de gauche avec la justice sociale chevillée au corps. Je vous interroge donc sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes, particulièrement dans le domaine des transports. En 2018-2019, par 2 fois, le Conseil constitutionnel a censuré vos chartes facultatives à l'initiative du groupe parlementaire socialiste. Le 4 mars 2020, la Cour de cassation a requalifié un chauffeur Uber en salarié, qualifiant cette situation d'indépendance fictive. Le 30 novembre 2020, le rapport Frouin que vous avez commandé a enterré l'idée d'un tiers statut. Pendant ce temps, les conditions de ces travailleurs se sont particulièrement dégradées, avec une explosion des pratiques illégales de certaines plateformes. Un syndicat de chauffeurs de VTC, INV, vous a alerté régulièrement. Ils ont même saisi un avocat, Maître Juisti, qui vous a écrit en octobre, vous demandant de saisir l'inspection du travail et de contrôler Uber. Devant votre silence, la semaine dernière, 168 chauffeurs de VTC ont saisi le tribunal administratif afin que la justice vous contraigne à saisir l'inspection du travail. Mais où est l'état de droit ?
Madame la ministre, allez-vous enfin saisir l'inspection du travail pour protéger ces travailleurs plutôt que les plateformes ? Monsieur le président, monsieur le ministre, l'Afrique du Sud et l'Inde ont pris l'initiative d'un texte proposant d'accorder une dérogation temporaire de certaines obligations afin que tous les pays puissent produire les vaccins sans les brevets. Cette obligation découle de l'accord sur les aspects du droit de propriété intellectuelle qui touchent le commerce. En effet, aujourd'hui, la grande majorité des 225 millions de doses anti-Covid ont été administrées dans quelques pays riches et producteurs de vaccins, tandis que la plupart des pays à revenus faibles ou intermédiaires attendent encore. Je me félicite qu'à la suite de l'appel lancé par l'OMS et relayé par le président de la République, M. Emmanuel Macron, les pays du G7 se soient engagés à partager une partie de leurs vaccins et à verser des sommes importantes pour financer le mécanisme COVAX. Monsieur le ministre, sur ce point, pourriez-vous nous indiquer précisément quel est le décaissement réel effectué par la France sur sa contribution financière aux différents programmes de vaccination pour les pays du Sud ? Je souhaiterais aussi vous interroger sur un autre point afin de clarifier la position française. La France, officiellement, fait le maximum pour les pays les plus pauvres afin qu'ils disposent des vaccins contre le Covid. À l'OMC, l'Union européenne, dont fait partie la France, s'oppose formellement à une dérogation temporaire à la protection des brevets médicaux. Aussi, monsieur le ministre, afin d'être en conformité avec les déclarations et afin d'amplifier l'ambition du mécanisme COVAX, le gouvernement français est-il prêt à soutenir l'initiative indo-sud-africaine pour une levée des barrières protégeant les brevets de vaccins anti-Covid ?